Alors effectivement, conseil génétique dans le syndrome hémolytique et urémique atypique, conseil génétique, ça fait quand même quelques décennies qu'on en parle pour les maladies génétiques, et ça a été quelque chose de, on pourrait dire, quasiment infaisable jusqu'à assez récemment. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'on comprenne bien ce dont on a parlé ce matin, les différentes mutations, pour qu'on y voit un peu plus clair. Disons qu'on voit un peu plus clair dans ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Et c'est un peu ça que je voulais vous exprimer. Alors les principes du conseil génétique, comme vous savez bien, le but c'est quoi? D'évaluer le risque de survenue d'une maladie génétique dans la descendance d'un couple ou dans le reste de la famille de quelqu'un qui a une maladie génétique. Et puis éventuellement de proposer des moyens de prévention. Comment ça se passe? Pour une maladie rénale génétique, c'est vrai que c'est le néphrologue qui est le premier ouvrier de la démarche, d'abord parce qu'il faut qu'il fasse un diagnostic exact, qui recueille l'histoire familiale s'il y en a une, qui donne les informations de ce qu'il connaît sur la maladie au patient ou à sa famille. Et quand on sait que c'est une maladie qui est génétique, ben c'est lui qui généralement parle le premier de génétique, demande au patient ou à ses parents le consentement éclairé pour l'étude, la recherche des mutations et transmet le résultat. Mais les choses se sont beaucoup développées dans la dernière décennie pour toutes les maladies génétiques. Et l'autre acteur très important, c'est les généticiens cliniciens, qui lui va prendre le relais pour le calcul du risque, la discussion de faut-il faire ou pas la recherche de mutations chez les apparentés bien portants du patient, informer sur la prévention du risque, respecter toutes les règles médico-légales, accompagnement psychosocial. Et à l'heure actuelle, ces démarches se font, je pense que vous le savez, mais enfin c'est juste pour le rappeler, maintenant, ça n'est plus un individu ou deux qui vont prendre en charge ce problème, mais c'est des équipes pluridisciplinaires où il y a ceux qui travaillent sur les gènes, les biologistes moléculaires, les obstétriciens gynécologues, les conseillers génétiques, les psychologues, les assistantes sociales, en plus des médecins. Alors, j'ai pris quelques exemples. On a vu ce matin, c'est une maladie génétique et pourtant elle est très rarement familiale. Et par exemple, c'est une réaction que souvent les gens ont. On leur dit, ben oui, vous avez une maladie ou votre enfant a une maladie dont on sait qu'elle est génétique. Et la réponse c'est, mais pourquoi vous me parlez de génétique? Il n'y a que moi ou il n'y a que mon enfant? Jamais dans la famille on a eu une histoire de ce type. À quoi ça sert que j'aille voir le généticien? Je ne suis même pas demandeur et demandeuse. Et c'est donc juste pour rappeler qu'en effet, sur les 188 familles qu'il y a en France, avec donc au moins un patient atteint de CHU, il n'y en a que 15% qui disent oui, il y a cette maladie-là dans ma famille, c'est-à-dire au moins 2 personnes atteintes. Et néanmoins, on trouve une mutation dans 64%. Donc c'est une maladie rarement familiale, mais qui est génétique. Et donc, à l'heure actuelle, le conseil génétique est proposé aussi bien dans les cas, comme on dit, sporadiques, c'est-à-dire il n'y a qu'une personne dans la famille qui a la maladie, que dans les cas familiaux, pour informer. Alors après, on pourrait dire, ben, s'il n'y a pas de mutation, ça ne va pas être familial, il faut être logique. Et par exemple, cette patiente, elle dit, ben oui, au fond, comme ça, si on ne trouve pas de mutation, ben, je serai tranquille. Ça veut dire que ce n'est pas génétique et donc que personne dans la famille, ni mes enfants, ni mes frères et sœurs, ni leurs enfants n'auront jamais la maladie. Et le problème, c'est que c'est faux. Puisque, comme on l'a déjà dit ce matin, sur les 29 familles avec CHU familial, c'est-à-dire où il y a au moins 2 personnes de la famille qui ont la maladie, eh ben, il y en a un quart, 8 sur 29 quand même, hein, où il n'y a pas de mutation identifiée. Donc ça veut bien dire qu'il y a d'autres gènes à trouver et qu'il faut que Véronique se remue un peu. Et donc le conseil génétique, oui, il va être proposé dans les cas sans mutation identifiée, comme dans les cas avec mutation identifiée. Donc vous voyez, on est dans une espèce de paradoxe, mais c'est comme ça.
Et donc, sur le plan pratique, maintenant qu'on comprend un petit peu mieux ce qui se passe dans le CHU atypique, ben c'est vrai que tout patient qui a un CHU atypique, ou tout parent d'un enfant qui a un CHU atypique, doit être informé du risque que la maladie survienne chez d'autres membres de sa famille, existant déjà ou à venir. Et dans la réglementation, c'est le patient ainsi informé qui va informer sa famille. Il y a peut-être un risque que d'autres personnes de la famille fassent un jour la maladie. Alors vous me direz à quoi ça sert tout ça, si ce n'est à inquiéter des gens qui ne se faisaient pas trop de soucis jusque-là. C'est vrai que c'est un des problèmes. Il y a quand même quelques-uns des messages qui peuvent être utiles. Par exemple, de se rappeler que, on l'a dit plusieurs fois, c'est plus fréquent, 75% des adultes qui commencent la maladie à l'âge adulte sont des femmes. Donc, effectivement, de dire dans la famille, une jeune femme qui un jour se sentirait pas bien, serait pâle, se rappeler qu'elle a peut-être la maladie en question. Que quand surviennent des événements dont on sait que c'est des déclencheurs des premières manifestations, les infections, y compris les plus banales d'entre elles, la grippe, rien que pour ça le vaccin est recommandé, ou comme on l'a dit plusieurs fois aussi, la grossesse, en particulier juste après l'accouchement, que les femmes de la famille, mutation ou pas mutation, soient informées de tout ça, que les parents soient informés, que le jour où l'enfant ou l'adulte attrape la grippe ou une gastro, on se dise, bon, est-ce qu'il va bien, peut rendre service. Et alors évidemment, l'arrivée d'un médicament rend quand même, je dirais, motive encore davantage cette information. Parce que, comme on le disait ce matin, maintenant qu'il y a un traitement, et que, comme je vous l'ai dit, plus tôt le patient sera traité, plus on a de chances de lui récupérer complètement sa fonction rénale, comme vous disiez les uns et les autres, d'aider toute la famille et les médecins ignorants à y penser, pour que, s'il y a besoin d'éculizumab, que ce soit fait en temps et en heure, c'est vrai, je trouve personnellement, invite à cette information. On va y revenir. Alors, prenons l'exemple. La dame, donc, elle a eu une étude génétique et une mutation a été identifiée. Et bien sûr que ce soit elle-même qui soit malade ou son enfant, elle va poser la question, comme vous le faites tous, je voudrais savoir si mes enfants, mes frères et sœurs, leurs propres enfants existants ou à venir, ont la même mutation que moi, et s'ils l'ont, est-ce qu'ils vont faire la maladie? Et s'ils la font, à quel âge? Est-ce que ça va être aussi grave ou moins grave que chez moi? Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, il faut reconnaître qu'à l'heure actuelle, avec les connaissances qu'on a, c'est le moment où il faut, je dirais, pas passer complètement la main, mais il faut, on est néphrologue, il y a des gens dont c'est le métier, les généticiens cliniciens, ça a été un statut initié il y a très peu de temps, hein, en France, c'est tout à fait officiel, et donc, la réponse du néphrologue, bien sûr qu'elle va donner le maximum d'informations, mais elle va répondre, maintenant, on va organiser une consultation avec le docteur Intel, généticien clinicien, et alors évidemment, comme on disait, vous disiez les uns et les autres, les médecins des urgences ou d'ailleurs, ils n'ont jamais entendu parler, et en plus ils ne nous écoutent pas, mais même les cliniciens, les généticiens cliniciens, vu le nombre de maladies génétiques et de maladies rares, ne sont pas obligés d'être très à l'aise avec le CHU. Donc, il est hors de question de prendre un rendez-vous et de débarquer comme ça. C'est vrai que le néphrologue va contacter le généticien, va l'informer, il va y avoir des staffs, comme on dit, dans notre jargon, et le généticien clinicien, il va contacter le docteur Dupont, c'est-à-dire Véronique, si c'est en France, qui va tout lui expliquer. Et puis, il y aura encore un petit staff. Et puis, après, les parents ou les patients vont rencontrer ce médecin. Et il faut voir qu'une consultation de génétique, ça peut durer 1 heure ou 2, et que généralement, il y en a 2 ou 3, parce qu'il peut y avoir des choses à recontrôler, revérifier, et ainsi de suite. Alors après, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on explique aux généticiens cliniciens? Il va vite comprendre, mais il a l'habitude, parce que c'est comme ça pour beaucoup de maladies, que rien n'est plus difficile que le conseil génétique du CHU. Alors, comme on l'a dit ce matin, je reviens rapidement dessus, le seul cas où c'est facile, ce sont ces rares cas, vous voyez, 5 familles en France sur 188, qui ont ce qu'on appelle un déficit complet en facteur H. Ils ont double mutation. On l'a vu, ce sont donc un risque sur 4 à chaque naissance. Ce sont généralement des familles dans lesquelles il y a une longue tradition de consanguinité.
Et vous voyez ici, quand il y a un double trait, ça veut dire des mariages consanguins à répétition. Et donc, ces patients reçoivent de leur père comme de leur mère la même mutation. C'est pour ça qu'ils sont homozygotes. Et ce sont des mutations qui entraînent un déficit complet en H. Et comme on l'a dit, dans ces cas-là, tous ceux qui ont la double mutation, on peut dire, homozygote, auront la maladie, tôt ou tard, soit le CHU, soit une maladie apparentée, ce qu'on appelle les glomérulonéphrite à dépôt de C3. Et c'est une des circonstances où un diagnostic prénatal est théoriquement possible. Mais dans la plupart des cas, on en a déjà parlé, mais c'est quand même, parce que c'est difficile à comprendre, le conseil génétique va être difficile, mais au moins on comprend maintenant pourquoi c'est difficile. Le plus souvent, comme on l'a dit, la transmission elle est dominante, c'est-à-dire il y a une personne de la famille qui a la mutation, il la passe à chaque naissance, il y a un risque sur 2 qu'il ait passé la mutation, et ça descend ainsi de génération en génération. Donc on peut dire que la transmission de la mutation, de l'anomalie sur le gène, elle est un risque sur 2 de génération en génération. Mais, comme on l'a déjà dit, ce qu'on appelle la pénétrance, c'est-à-dire faire la maladie s'exprime, c'est que chez à peu près 50%, c'est-à-dire que la moitié des personnes de la famille qui ont la mutation, la même que celui qui est malade, ils n'auront jamais de chute. Donc vous voyez, il a une chance sur 2 d'avoir la mutation, une fois qu'il l'a, il n'a qu'une chance sur 2 d'avoir la maladie. Et en plus, s'il l'a, l'âge du début, la gravité sont variables entre les personnes de la famille qui ont toutes la même mutation. On a déjà montré certains de ces arbres généalogiques. Vous voyez, un enfant qui commence la maladie à 4 mois, dans la famille, la maladie est connue, on la soupçonnait chez une arrière-grand-mère qui avait eu une insuffisance rénale très grave à 24 ans. La grand-mère avait eu la maladie à 60 ans. La petite fille, elle commence à 4 mois. Elle, on sait qu'elle a une mutation du facteur H. On la trouve dans le maillon entre la grand-mère et la petite fille, qui est son père, qui lui a 35 ans et va parfaitement bien. Et puis ça, c'est une autre famille. Par exemple, vous voyez, un enfant, dans cette génération, les 3 enfants sont atteints. 2 d'entre eux, c'est des histoires qui ne se passaient pas en France, mais quoi qu'il en soit, sont décédés. L'autre enfant fait la maladie à 1 an. Son père a la même mutation, il a 55 ans, il va parfaitement bien. Et le grand-père, lui, il a fait sa maladie à 83 ans. Qu'est-ce qui peut donc expliquer qu'avec la même mutation, on fait la maladie à 1 an, ou on l'a fait à 83 ans, ou on ne la fait pas? Alors, peut-être en effet, Véronique vous a parlé de ces histoires de polymorphisme, qui sont donc des petites anomalies génétiques que, par exemple, 4% d'entre nous avons, mais quand on regarde une population de malades qui ont un CHU, ben ça va être, mettons, 60%. Vous voyez, donc ça doit peser. Et peut-être que ce petit polymorphisme rajouté à la mutation fait que la maladie va s'exprimer. Et par exemple, il se trouve que cet enfant-là, il a donc la mutation du H, comme son père, son grand-père, mais il a en plus 2 de ces polymorphismes à risque du facteur H qui ont été bien identifiés comme facteurs de risque supplémentaires de CHU, alors que père et grand-père ne les ont pas. Est-ce que donc ce rôle des polymorphismes dans l'âge de révélation, la gravité, est une des questions qu'il va falloir résoudre ces prochaines années? Alors, sur ma petite image, la dame demandait c'est quoi chez mes enfants? Est-ce qu'il faut regarder la mutation? Vous savez, c'est la médecine prédictive, lire dans la boule de cristal ce qu'on va devenir. Et alors, il y a une loi quand même qu'il faut connaître, qui est que, d'abord, rechercher des mutations chez des patients qui sont bien portants, chez des gens qui sont bien portants, ne peut pas se faire en dehors d'une consultation auprès d'un médecin donc généticien clinicien qui est dans une équipe pluridisciplinaire. C'est même interdit chez les mineurs et les majeurs sous tutelle. Et il y a cette phrase, sauf si ceci peut conduire à quelque chose d'utile sur le plan thérapeutique, voyez, sauf si ceci peut ouvrir la porte à des traitements préventifs ou curatifs pour le patient ou pour les gens de sa famille. Et c'est ça, finalement, l'avenue de l'équilizumab qui, je trouve, enfin je ne suis pas la seule, a un peu changé l'ambiance. Parce qu'en effet, c'est quoi? Rechercher une mutation chez les gens de la famille qui sont bien portants, où est le bénéfice? Regardons les bénéfices possibles. D'abord, si la personne concernée se pose la question, elle veut savoir, parmi nous,
On dit souvent moi je voudrais savoir, et puis quand on est devant le truc, on aime autant pas savoir. C'est vrai que des fois on aime autant pas savoir ce qui va arriver après, et donc il n'empêche que pour certaines personnes, ils veulent savoir, lever l'incertitude, connaître autant que faire se peut le risque de transmission. Et puis c'est vrai que maintenant qu'il y a un traitement, être préparé pour traiter tôt les patients à risque, c'est-à-dire dire à quelqu'un qui a 35 ans, qui va très bien, vous avez la mutation, vous avez un certain risque, on va y revenir. Si c'est juste pour dire ça et rien faire de plus si la maladie apparaît, c'est peut-être pas très intéressant. Mais par exemple, si une jeune femme qui a la mutation prévoit d'avoir une grossesse, qu'elle soit informée que la grossesse se passera éventuellement parfaitement bien, mais que s'il y a un problème, il vaut quand même mieux qu'elle soit suivie dans un endroit où on peut faire tout ce qu'il faut. Bref, que ce soit une grossesse bien surveillée, peut vraiment lui rendre service. D'autre part, comme on disait tout à l'heure, que l'entourage soit informé, que si un jour, par malheur, le patient qui allait bien, qui a une mutation, déclare la maladie, qu'il puisse être traité maintenant que les choses ont bien avancé pour l'éculizumab. Puis il y a un autre intérêt, ceux qui n'ont pas la mutation, en particulier quand c'est une mutation qui est dans la famille une mutation lourde de conséquences, absolument connue pour avoir des conséquences sévères. Une mutation du H dans le petit SCR, la petite boule du collier en position 20, on sait que c'est généralement des cas graves. Ceux qui ne l'ont pas dans la famille pourront quand même être en grande partie rassurés, c'est-à-dire permettre des grossesses sereines. Éventuellement, un donneur apparenté pourra être du coup discuté si lui-même, bien sûr, n'a pas la mutation. Mais évidemment, il va falloir poser avec les conséquences psychologiques de ce savoir porteur d'un risque, d'une mutation qui, sans pour autant qu'on soit capable d'en dire plus, c'est-à-dire est-ce qu'il aura un jour la maladie, à quel âge, et est-ce que ce sera grave. Et donc on revient à la vie de tous les jours, une dame qui par exemple a une mutation et qui redit pour mes enfants, est-ce qu'ils ont la mutation et si oui, qu'est-ce qui va leur arriver? Ma sœur qui voudrait avoir un enfant, elle se pose aussi la question. Mon frère qui voudrait me donner un rein se pose la question. Et au jour où nous sommes, il faut bien dire que jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, hein, peut-être 4-5 ans, vraiment, c'était tellement flou que c'était très difficile de dire quelque chose. On a un petit peu progressé quand même. C'est-à-dire que quand il s'agit chez le patient, et donc éventuellement ses apparentés, d'une mutation dont Véronique ou ses collègues sont absolument sûrs par tous les systèmes de